Bienvenue à Moscou, dans les bureaux de Radio-Canada, qui se trouvent en fait dans un édifice à logement du gouvernement russe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a jumelé deux appartements, le 193 et le 194. Ça fait 30 ans que Radio-Canada a ses bureaux ici, donc ça fait longtemps. Et vous connaissez peut-être de mes prédécesseurs, il y a eu Don Murray, Céline Galipeau, Elizabeth Palmer. Mais la grande constante de ce bureau, c'est notre secrétaire administrative, Irina Melnikova. Привет, Ира. Как ты? Я тоже. Irina est ici depuis 20 ans. C'est elle qui fait marcher le bureau. C'est la conscience du bureau de Radio-Canada ici. Tout ça fait qu'on a une atmosphère un peu familiale, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tout pour faire de la télé. Ici, eh bien, c'est notre studio. C'est ici qu'on fait les interviews pour les reportages. Comme vous pouvez voir, on a dû installer tout un jeu d'éclairage au plafond pour s'assurer d'avoir une image quand même convenable à la télévision. On a aussi une petite bibliothèque avec une belle collection de livres russes pour faire quand même un arrière-plan approprié pour les invités, surtout les experts qu'on interviewe ici. Et finalement, lorsque vous me voyez parfois au téléjournal ou au Point, eh bien, je suis devant cette photo du Kremlin. Je vais vous raconter un petit secret. C'est que la photo date de l'époque soviétique, donc on a dû repeindre à la main le nouveau drapeau russe, justement pour ne pas être périmé. Mais ça ne paraît pas vraiment à la télévision. L'essentiel du travail est tout de même sur le terrain. À chaque tournage, le rituel est le même. Alexis, mon caméraman, Tania, mon interprète, et moi-même chargeons la Toyota et partons à l'aventure. Ça demande souvent une patience à toute épreuve. Moscou est devenue l'une des villes les plus congestionnées au monde. Mais la circulation est loin d'être le seul irritant. Par exemple, ce reportage que nous avons préparé lorsque la navette spatiale américaine s'est écrasée. Eh bien, ce jour-là, impossible pour nous de pénétrer au centre spatial russe. Notre accréditation permanente était échue et la dame qui s'en occupait était en congé. Si Tania n'avait pas aperçu un préposé qu'elle connaissait, nous aurions raté le sujet. Lorsqu'on a tout le matériel, il faut l'assembler. C'est le travail d'Irina, la monteuse, qui enregistre ma voix. Ensuite, elle agence les images pour en faire un reportage avant de l'acheminer par satellite à Montréal. Et heureusement qu'il y a Sacha, le chauffeur du bureau, pour se taper les commissions et pour prendre les enfants à l'école lorsque nous n'en avons pas le temps. Et ici, c'est mon bureau, le bureau du correspondant, que je partage momentanément avec ma réalisatrice. Si ça a l'air encombré, c'est qu'on vit un grand moment dans le bureau de Moscou ces jours-ci. C'est qu'on est en rénovation, même en expansion. Mais c'est pas évident. Pour joindre notre bureau et les deux pièces connexes que nous y ajoutons, il a en effet fallu percer un trou dans un mur qui fait 70 cm d'épaisseur. Au départ, Ludmila, l'ingénieur en chef de l'agence gouvernementale UPDK, le propriétaire de l'immeuble, nous avait pourtant dit que de percer un tel trou était impossible. Sauf que tout se négocie en Russie. Et pour 1 000 $, on a eu notre trou, Ludmila est repartie heureuse, et toute la bureaucratie de l'immeuble ne s'en porte que mieux. À l'extérieur de Moscou, on se sent parfois comme un extraterrestre. À Spassk, les villageois m'imploraient de dire à Vladimir Poutine qu'ils n'avaient pas reçu leur pension. Mais comment leur dire que d'habiter Moscou ne me donne pas plus accès au président? Les guerres des dernières années en Afghanistan, en Irak, nous amènent maintenant à sortir plus souvent de la Russie et à travailler dans des conditions que je n'aurais jamais imaginées. En Afghanistan, il nous fallait nous rendre à pied, interviewer les soldats, nous faire approvisionner régulièrement en eau potable, faire l'inventaire de la nourriture et écrire, comme à la belle époque, sur du papier. Comme journalistes, nous demandons beaucoup aux gens. Et parfois, il faut en redonner. Comme dimanche dernier, où nous sommes allés tourner un sujet sur les morses, ces Russes qui se baignent dans l'eau glacée. Eh bien, il a bien fallu que je me mouille. Churchill a dit que la Russie est un paradoxe dans une énigme. Comprendre la Russie et ses contradictions est l'œuvre d'une vie. En attendant, il faut peut-être se contenter de la montrer. Michel, les conditions de vie et de travail n'ont jamais été faciles en Russie, mais pour les journalistes, ça a l'air de se compliquer un peu sous Vladimir Poutine.
Ben oui, écoutez, là, je suis devant le Saint-Basile, la célèbre cathédrale. C'est toujours la carte postale, souvent, qu'on utilise pour, enfin, faire nos plateaux. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas le droit d'aller sur la place rouge. La place rouge qui se trouve juste derrière la cathédrale Saint-Basile parce que c'est considéré comme étant un lieu stratégique. C'est là où Vladimir Poutine a ses bureaux. Alors, on était sur la place rouge en train de tourner une église pour une histoire de cloche de Noël en décembre. Et il y a des agents du FSB qui sont encore toujours présents, qui sont venus nous intercepter pour nous demander ce qu'on faisait là. Alors, on sent qu'il y a beaucoup encore de restrictions, il y a beaucoup de méfiance à l'égard des étrangers. Bon, c'est sûr qu'il y a le problème tchétchène ici, qu'on se méfie beaucoup de tous les attentats possibles, mais ça se complique, on sent que c'est pas facile encore. Mais comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est l'ancienne mentalité soviétique qui reprend du service? Mais on sent ça, on sait que le président Vladimir Poutine s'est entouré de gens du FSB, donc des services secrets, les anciens KGBistes qui sont venus au pouvoir. Mais on sent aussi que c'est dans les petites choses, on sent que, bon, on s'est fait intercepter, nous, lors d'un discours de Vladimir Poutine. On avait dit, bon, il n'y a que les caméras russes qui ont le droit de tourner le discours de M. Poutine sur Kyoto, c'est important. Donc, on attendait Vladimir Poutine, nous, dans le lobby de l'hôtel. On a fait confisquer notre cassette, on s'est fait expulser, on a dû négocier pour pouvoir rentrer, avoir des images. Alors, on sent qu'il y a après la libération, si on veut, du communisme, maintenant, on sent que le naturel revient. Je ne dis pas au galop, mais on sent que l'État, la mentalité autocratique se recompose. Et c'est dans les petites choses, c'est dans le harcèlement des policiers, c'est dans on fait contrôler nos papiers plus souvent que d'habitude. Alors, on sent que ça prend. Et on sent aussi que les Russes, dans un certain sens, sont familiers avec ça et beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Bon, il y a bien des Russes qui disaient, bon, pourquoi avoir une élection présidentielle? On a un président qui fonctionne très bien. Il y a une majorité de Russes maintenant qui veut une censure à la télévision parce qu'on sent qu'il se dit trop de choses sur le pays qui sont peut-être pas agréables. Alors on sent que ça revient, cette mentalité. Une autre chose qui doit vous compliquer la vie et qui a toujours existé, même quand j'étais à Moscou, vous en avez glissé un mot dans votre reportage, c'est la corruption. Oui, et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, écoutez, l'économie ici, ça va pas très bien. Il y a une petite classe moyenne à Moscou, mais la plupart des gens en arrachent beaucoup. Donc, les petits fonctionnaires, les policiers, tout le monde essaye de faire ses fins de mois. C'est pas nécessairement une corruption qui est, comment dire, malveillante, mais c'est que les gens en arrachent et veulent s'arranger. Bon, écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, je m'en allais à l'aéroport à 6 heures du matin. Ben, je me fais arrêter au coin de la rue par un policier qui était ivre, qui avait bu toute la nuit et qui voulait sûrement se racheter une bouteille de vodka. Alors, je descends la fenêtre, il me dit « As-tu bu? » Mais je dis « Moi, j'ai pas bu, mais je pense que vous, peut-être. » Alors, il espérait que j'aie pris un coup pour me soutirer 200 $. Je veux dire, je me suis fait arrêter ensuite 2 kilomètres plus loin par un policier qui vérifiait mes papiers. Donc, comme on a des voitures d'étrangers, ils se disent « Bon, on est des cibles plus faciles. Bon, vous avez vu dans le reportage, on fait des rénovations de bureaux, ben, il a fallu payer un peu à gauche, à droite pour assurer d'avoir les permissions, les permis. Et on sent qu'il y a toute une bureaucratie qui est en train de se reconstituer. Et pour les gens qui font des affaires ici, c'est encore pire. Nous, on n'est que des journalistes, alors ça ne nous touche pas de la même façon. Mais on sent que ça revient. Tout ça, et j'en sais quelque chose, peut devenir passablement frustrant. Ouais. Non, mais c'est sûr que nous, on est occidentaux, on est nord-américains, on est habitués à l'efficacité, à un certain sens des valeurs qui est vraiment différent de ce qu'on vit ici. Alors, comme expatrié, comme étranger, évidemment, on vit plusieurs stages. On arrive en Russie, on tombe en amour avec le pays. Ensuite, on est prêt à tout pardonner à la Russie, les petits accros bureaucratiques, l'inefficacité et tout ça. Eh bien, finalement, on se révolte et à la fin, je crois qu'on se résigne. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis ici. J'en suis rendu où je connais bien ça, je m'attends à tout, je suis un peu résigné. Mais vous avez raison qu'à travers tout ça, à travers toutes ces frustrations-là, il faut rester objectif, non seulement dans la façon dont on couvre les événements ici, mais dans notre rapport avec le pays, parce qu'on ne veut pas quand même que nos frustrations affectent la façon dont on fait notre travail, dont on présente quand même la Russie. Il faut rester objectif, mais parfois, je vous dis que c'est difficile. Vous avez vécu ça et c'est encore comme ça, effectivement. On va vous souhaiter bon courage, Michel. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour cet extraordinaire pays? C'est quand même pas si mal. Ça vaut quand même la peine, Sylvie. Au revoir, Michel. Merci. Allez.